Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ces 18 mois passés en prison ont renforcé la détermination de Mamadou Mota à poursuivre son combat politique pour l'alternance démocratique au Cameroun. Le premier vice-président du MRC s'est exprimé pour la première fois sur son rôle de médiateur dans la grogne des détenus anglophones en 2019, un rôle qui lui a coûté cher selon ses révélations à suivre au cœur de ce journal. À la veille du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse, les problèmes de ces couches sociales se sont aggravés dans un contexte de crise sanitaire entre les pertes d'emplois records, le chômage galopant et les perspectives incertaines. Ces jeunes dressent dans ce journal une litanie de difficultés et d'obstacles à leur épanouissement socio-professionnel. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et comment l'Afrique fait-elle pour se prémunir face à cette deuxième vague meurtrière de l'épidémie de Covid-19? Les dirigeants africains montent au créneau, à l'instar du président rwandais Paul Kagame, qui met en garde contre le nationalisme vaccinal, qui est la course effrénée vers le vaccin, excluant l'Afrique. Dans cette course, nous en parlerons dans la page internationale de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, la nouvelle qui nous vient du front de guerre contre les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'armée annonce avoir neutralisé deux leaders de ces groupes armés, notamment à Kumba, dans le sud-ouest. Elle dit avoir également procédé à la libération de plusieurs otages à Bamenda, dans le nord-ouest. Pendant ce temps, des affrontements armés continuent d'être enregistrés dans plusieurs autres localités dans cette partie du Cameroun. On fait le point avec Gladys Sidi. Elle avance lentement, les pieds recouverts de poussière. Cette jeune fille fait partie des otages libérés des mains des séparatistes par les forces de défense et de sécurité à Tanka, localité située dans le 2e arrondissement de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Elle avait été kidnappée avec l'un de ses camarades de classe, tous deux élèves au lycée bilingue de Baélenkwen. Deux autres otages ont aussi été libérés, parmi lesquels un homme grièvement blessé durant l'opération est conduit à l'hôpital militaire numéro 5 à Bamenda. Les forces de défense et de sécurité ont aussi annoncé avoir neutralisé plusieurs séparatistes et arrêté 4 d'entre eux. Des munitions, armes et autres engins explosifs ont été récupérés. Nous avons un PA Browning et là ce sont les PA artisanaux. Là, nous avons 2 Kalash avec 3 boîtes chargeurs. Ce qui est impressionnant, c'est le col américain. Il y a un chargeur de 30 munitions et un chargeur de 20 munitions. 2 chargeurs de 20 munitions. Et là, c'est les armes qu'ils appellent communément les G3, qui ressemblent à nos FAL, avec 2 boîtes chargeurs. Là où il y a les grosses munitions, là, ils appellent ça le armor car. Donc capable de perforer même nos blindés. Nous avons le dispositif de mise à feu des EI qui a été trouvé enfoui dans une maison quelque part là derrière. Une autre prise de l'armée, c'est à Kumba, dans la région du sud-ouest, où les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir neutralisé 2 séparatistes, les nommés Ambé Augustine et Wachi Célestin. Selon les autorités militaires, les 2 individus étaient impliqués dans le meurtre des élèves à Kumba le 24 octobre 2020, ainsi que dans l'attaque d'un convoi militaire il y a peu. On a encore en mémoire la tuerie qui s'est passée dans l'école à Kumba, où on a enregistré 7 enfants qui ont été sauvagement assassinés, certains blessés. Ils ont signalé que c'était lui le commanditaire. En plus de ça, le pseudo général du bord de l'ordre, celui-là également qui ces derniers temps s'est attaqué au convoi des forces de défense et de sécurité, notamment sur le tronçon Kumba-Moulouka.
Notons qu'au-delà de ces trophées de guerre, libération des otages d'une part et la mise hors d'état de nuire des séparatistes d'autre part, se cachent des scènes de guerre enregistrées ça et là dans les 2 régions anglophones du Cameroun ces derniers jours. Sur un autre front plus humanitaire, des déplacés de guerre centrafricains affluent à Garoua-Boulaye, ville frontalière entre leur pays et le Cameroun. Il s'agit des hommes, femmes et enfants en quête d'un statut de réfugiés dans l'attente de leur identification en vue de leur transfert dans des camps dédiés. Ils vivent dans des conditions difficiles, ce qui engendre une recrudescence des cas de Covid-19. Un dispositif spécial a été mis en place pour assurer la prise en charge, mais la porosité des frontières complique la tâche aux différents responsables sanitaires et les acteurs du HCR. Des précisions dans ce grand reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. L'image est saisissante, celle de l'ancienne sous-préfecture de Garoua-Boulaye, transformée en campement de réfugiés centrafricains, le temps de leur identification. C'est ici que tout commence, dès leur entrée sur le sol camerounais. J'étais à Bangui et je suis venu à Bois pour continuer mes études ici, au lycée moderne de Bois ici. Et apparemment, tout d'un coup, les choses s'est passées et puis j'ai pu vite, je suis ici maintenant dans le Garoua-Boulaye. On nous a dit de venir ici au niveau de Lola, sous-préfecture. Il y a certains qui sont venus de Bangui, il y a certains qui sont venus de Yaloké, de Boali, de Bois et machin comme ça. Comme cet élève venu de la ville de Bois, plusieurs fois attaqué par des rebelles. Ils sont des dizaines à traverser la frontière au quotidien pour ne pas être pris au piège du crépitement des armes. Cette dame, assistante accoucheuse de son état, a dû fuir Bangui, amenant avec elle 6 de ses 7 enfants, pendant que son époux prenait une autre direction, inconnue d'elle jusqu'ici. On ne se sent pas bien, les rebelles sont partout et il n'y a même pas la nourriture. Et notre santé, pour aller même à l'hôpital à 17h, tout est bloqué. Ça fait que je suis obligée de prendre tous mes enfants pour sortir. La situation de cette jeune mère de 3 enfants n'est non plus reluisante. Elle est arrivée en catastrophe à Garoua-Boulaye et n'a aucune nouvelle de son mari, qui était son unique secours. Les 3 venaient pour tuer les gens. Beaucoup, elles tuent les femmes, les enfants aussi. Les femmes qui ont grossesse là, on tue lui. C'est pour cela que je cours pour amener ici, pour partir au Gado avec les papiers de HF pour m'aider. Et pour cela je viens ici. Il y a 3 enfants. Mon mari est là-bas, je ne sais comment pour trouver. Et mon père est mort, ma mère aussi est morte. Et c'est moi et les enfants. Ces déplacés de guerre qui arrivent en masse à Garoua-Boulaye vivent dans des conditions difficiles, surtout ceux qui n'ont aucune connaissance dans cette ville frontalière et qui, n'ayant pas encore été identifiés, ne peuvent par conséquent pas être transférés au campement de Gado-Badjiri, situé à une trentaine de kilomètres de Garoua-Boulaye. Premièrement, nous avons peur parce que c'est pas chez nous et puis pour chercher des boulots, bon, c'est pas facile pour ceux qui ont des enfants. Moi, je suis jeune, j'ai fait de l'aide-maçon que je suis avec ici. Mais pour ceux qui n'ont, bon, ceux qui sont fuis sans leur mari, vraiment, il y a certains qui dorment ici parfois. Il y a certains qui dorment ici à la direction et puis le matin, les gens viennent et puis c'est compliqué vraiment. Si les locaux de l'ancienne sous-préfecture ont été mis à la disposition du HCR pour l'enregistrement de ces déplacés, il n'y a qu'une fois la nuit tombée, c'est ici que la majorité crèche, quasiment à la belle étoile, entassés les uns contre les autres, comme dans une boîte de sardines. Nous dormons sous l'hangar de sous-préfecture. On n'a même pas la nourriture parce qu'on attend qu'on nous enregistre d'abord, c'est ce qu'on nous a dit. Par ces temps de résurgence du coronavirus, l'afflux massif de ces déplacés ne manque pas de créer quelques soucis. Surtout qu'avec la porosité de la frontière, tous n'empruntent pas le circuit formel pour pénétrer en territoire camerounais. Le HCR s'est organisé à faire le tracking, étant donné que notre frontière est poreuse, les gens entrent de partout, donc on ne maîtrise pas déjà, même si les frontières officielles sont fermées, ils entrent un peu dans des ficelles. Et maintenant le HCR s'est organisé pour pouvoir traquer tout ce qui
entrent nouvellement dans la communauté afin de les recaser dans le camp officiel de réfugiés qui est à Gado. Et maintenant, une fois que ce tracking est fait, ils viennent vers nous. Nous dépistons systématiquement tous les cas qui sont enregistrés, tous les nouveaux réfugiés qui sont enregistrés par le HCR. Et ce sont ceux qui sont déjà testés négatifs qui sont recasés au niveau du camp des réfugiés. La notification d'une dizaine de cas Covid vient rappeler, s'il en était encore besoin, la nécessité pour les autorités sanitaires d'ouvrir davantage l'œil, surtout que la plupart des personnes testées positives proviennent de la Centrafrique. La plupart sont des Centrafricains. Il y a aussi, je crois, 1 ou 2 Camerounais au niveau de notre unité de prise en charge. Bien évidemment, d'autres soins vont suivre parce qu'il n'y a pas seulement le Covid-19, certes c'est ça qui est l'urgence de l'heure, mais aussi pour toutes ces personnes, il va falloir évaluer leur état de santé en ce qui concerne la vaccination des enfants, le paludisme et le VIH. Garoua Boulaye est la terre d'accueil des milliers de Centrafricains qui depuis une dizaine d'années subissent les affres des crises socio-politiques répétitives. Celles en cours n'étant que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous reconnaissons encore comme en 2013 la recrudescence des réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 réfugiés enregistrés par le HCR. Et quand ils entrent comme ça, le HCR les invite à la sous-préfecture et on les recense, puis on les envoie dans les camps qui étaient déjà fonctionnels depuis l'année 2013. Et nul doute qu'avec les arrivées massives d'autres Centrafricains, la barre de 5000 a déjà été largement dépassée. En attendant que le processus d'enregistrement et d'identification aboutisse et que les nouveaux venus intègrent les différents campements. L'horizon est de plus en plus incertain pour des jeunes Camerounais. En cette semaine consacrée à la jeunesse, ils ont tenu à dresser une litanie de difficultés et d'obstacles à leur épanouissement socio-professionnel. Ils citent entre autres les sous-emplois, la perte record des emplois pour certains d'entre eux, le chômage galopant qui impacte sur d'autres jeunes et le sempiternel problème d'absence de promotion des jeunes au sein de l'administration publique et des problèmes posés à la veille du message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Ces Camerounais se sont exprimés dans ce reportage signé Isabelle Carole Zoupette. Dans son salon de coiffure au quartier Akwa à Douala, ce père de famille, Armand Gadi, exerce ce métier qu'il n'a jamais ni souhaité ni rêvé faire. Formé en mécanique automobile, il a passé plusieurs années à chercher un emploi sans succès. Pour survivre, il s'est retrouvé contraint de devenir coiffeur. Je suis moi-même qui suis quelqu'un qui a fait mécanique auto. Mécanique auto après la recherche de l'emploi plusieurs années. 4 ans de chômage. Aujourd'hui, je me retrouve dans la coiffure parce que je l'ai fait dans l'enfance et à force de chercher le boulot sans trouver, j'ai décidé de faire un salon de coiffure. Il n'est pas le seul à se plaindre du chômage qui fait rage dans la capitale économique comme dans tout le pays. Ouchena a arrêté ses études au secondaire faute de moyens financiers. La jeune fille multiplie de petits métiers sans pouvoir se tirer à bon compte. Je fais le commerce dans la vie, je vends les oranges, mais c'est pas facile. Je sors à 8h, je rentre à 15h, c'est pas facile. Avant, je faisais le ménageur. On me payait 40 000 par mois. 40 000, il y a l'argent de transport, c'est ça. L'argent de transport, l'argent dont je veux manger. Donc, pour calculer, ça dépasse même l'argent qu'on me paye, c'est ça. J'ai laissé le travail, j'ai commencé à vendre. Mais tout cela, tout ça, ça n'est donc ne m'en sort pas. Dans cette quête pour la survie, Luc, conducteur de moto-taxi, rêvait de devenir un grand cadre, comme beaucoup d'autres jeunes. Mais aujourd'hui, la moto est son seul moyen de recours. Aujourd'hui, nous faisons dans le transport parce que on ne trouve pas d'autres moyens. Quand nous allons bien postuler dans certaines entreprises, on nous demande d'entrer dans des sectes. Dans les entreprises aujourd'hui, c'est le tribalisme. Alors si tu n'es pas le cousin de tel ou bien le neveu de tel, on ne peut pas te prendre dans une entreprise.
Et ceux qui nous dirigent aujourd'hui nous ont abandonnés à notre triste sort. Ils nous font des promesses qu'ils ne réalisent pas. Moi, je prie que nos dirigeants reviennent à de meilleurs sentiments. Franchement, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils regardent la jeunesse camerounaise qui est en train de mourir. Tous les jeunes aujourd'hui rêvent seulement de sortir du pays parce qu'il n'y a aucun espoir ici. Vraiment dans ce pays, moi, il y a cela 5 ans, je n'avais jamais rêvé faire la moto. Jour et nuit, ces jeunes occupés à de petits métiers gardent espoir de trouver un emploi digne, leur permettant de réaliser leurs rêves et améliorer leurs conditions de vie. D'autres fléaux minent la jeunesse camerounaise. C'est le constat fait dans le département du Mungo, là où il ne se passe pas un jour sans que ces jeunes ne se livrent à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. À la faveur de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, les acteurs de la chaîne éducative s'organisent afin de bannir ces fléaux sociaux dans le département du Mungo. D'autres détails avec Jacques Molon, Eric Watat et Julienne Berthe-Bissaille. Dans le Mungo, la consommation de la drogue et stupéfiants en milieu scolaire reste une problématique difficile à résoudre pour la communauté éducative. De plus en plus, les élèves se livrent à toutes sortes de dérives, source de leur contre-performance à l'école. Il y a beaucoup de conséquences énormes sur le plan de santé des élèves qui consomment des drogues, qui s'engagent sur la violence et la grossesse précoce en milieu scolaire. Tu peux arriver au niveau de ce qu'on appelle l'addiction et ça devient derrière la maladie mentale. Pour les grossesses précoces, c'est la même chose. Si un enfant de 13 ans est enceinte, ça va faire qu'il ne va pas concentrer pour le cours. Au moment où le phénomène prend une vitesse exponentielle, les acteurs de la chaîne éducative du Mungo s'engagent à bannir en milieu scolaire les grossesses précoces, la consommation des stupéfiants, la pratique de l'école buissonnière, source de déperdition scolaire. Que la violence, que les déviances restent d'actualité oblige les enseignements secondaires à toujours chercher à être en avant-garde, n'est-ce pas, dans la lutte contre ces phénomènes qui diluent nos résultats, qui diluent la qualité des élèves que nous formons pour les mettre demain, soit dans les universités ou sur le marché du travail. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, l'école camerounaise est plus que jamais appelée à renforcer les mesures de lutte contre tous ces fléaux sociaux qui pourrissent l'environnement éducatif. À présent, voici les révélations de Mamadou Mota, premier vice-président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après avoir passé 18 mois en prison, il affirme que les autorités de la prison de Kondengui l'avaient convaincu de s'adresser aux détenus anglophones qui organisaient une mutinerie en 2019. Après 18 mois passés en prison, il maintient sa détermination à poursuivre le combat politique pour le changement pacifique au Cameroun. Compte rendu, Élisée Bogba et Ike Cyril. Après sa sortie de prison, Mamadou Mota s'exprime sur sa participation à la mutinerie du 22 juillet 2019 à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé. Le premier vice-président du MSC révèle que ce sont les autorités carcérales qui l'ont convaincu de s'adresser aux détenus en colère à Kondengui. J'étais allé en prison le 3 juin à la suite d'une marche organisée par mon parti. Et le 22 juillet, dans moins de 2 mois, une manifestation pacifique organisée par les détenus de la crise anglophone a dégénéré en mutinerie. On me fait appeler de ma cellule autour de 9h pour pouvoir passer un message. Autour de 15h, le régisseur revient encore une fois en envoyant un de ses coursiers qu'on appelle communément majordome en prison. Alors je me décide avec 2 ou 3 personnes pour leur dire de se calmer. D'après le premier vice-président du MSC, son message aux détenus en colère est suivi des faits. Ces derniers, selon lui, mettent fin au mouvement et rentrent dans leurs cellules respectives, abandonnant même la ration pénale, entendue ici, comme le repas servi quotidiennement aux détenus. Cependant, révèle Mamadou Mota, la situation qui semblait se calmer va par la suite dégénérer.
les bandits de grand chemin incarcérés à Kondengui ayant eu accès à la grande cour de la prison. On a laissé l'accès libre à la cour principale de la prison à des bandits réputés violents, parce qu'il était question que ces bandits s'attaquent aux détenus anglophones qui manifestaient. Et c'est devenu autre chose parce que ces bandits, au lieu de s'attaquer donc aux détenus anglophones, se sont incrustés dans le quartier des ministres et les autres quartiers afin d'estorquer de l'argent, d'arracher tout ce qu'on peut appeler bijoux. Et ça allait dans tous les sens. Les forces de l'ordre vont user de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Après près de 2000 balles tirées en l'air, selon le récit de Mamadou Mota, le premier vice-président du MSC sera contre toute attente interpellé. À la suite, on va venir me chercher pour me dire on veut vous interroger. Quand j'arrive à la cour d'honneur, ce qui est la première cour avant la cour principale de prison, on me pousse, on déchire mon habit, on me demande de monter dans la benne de la même pick-up. C'est là où je me rends compte qu'à l'arrière, il y avait des prisonniers entassés et il y avait 4 policiers du GSO. Alors qu'il est transporté vers une destination inconnue, Mamadou Mota affirme avoir été roué de coups. Le cadre du MSC dit même que l'on a attenté à sa vie. Alors que je suis derrière la benne, des messieurs cagoulés portant visiblement la tenue du GSO se mettent à me rouer de coups et dans des zones sensibles. Lorsqu'on est policier ou gendarme et qu'on a été formé à ce genre de choses, frapper puissamment de coups de matraque à la nuque, c'est une volonté avouée d'assassiner. Désigné plus tard comme l'instigateur de la grogne des détenus de la prison centrale de Kondengui, Mamadou Mota sera jugé et condamné à 2 ans de prison ferme. La peine ayant été ramenée à 18 mois en appel, le premier vice-président du MSC est libéré dans la nuit du 4 au 5 février 2021. Dans le reste de l'actualité, la création d'une chefferie traditionnelle de 3e degré et la désignation de son chef suscite de vives tensions dans le département de la Menoire, à région de l'Ouest. Des factions qui se regardent en chaîne de faïence en attendant l'arbitrage de l'autorité administrative. Le récit des faits avec le Clé Sakem. C'est une autre acerbe de trône qui divise les populations dans le département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Cette fois, c'est dans le groupement Sanzo, arrondissement de Sancho. Le trône querellé est celui du village de Besquet, une chefferie de 3e degré nouvellement créée. J'avais un défi à relever, celui de faire créer le village Besquet. Donc je suis chef. Ce n'était pas facile. Vous savez, la création d'un village est comme l'homologation d'une chefferie, est comme l'immatriculation d'un terrain. Il y a la mise en œuvre et toutes ces étapes jusqu'à l'étape du chef foncier qui est final. Et en matière de chefferie, c'est l'homologation du chef qui est l'étape finale. Et je l'ai eu, sans contestation aucune. Ni les notabilités coutumières, ni les chefs traditionnels de groupement Sanchou, ni les chefs voisins Fondéran, Fombap. Les péripéties de la serre s'ouvrent par cet arrêté du préfet de la Menoire du 22 septembre 2020 portant création de cette chefferie qui compte près de 500 âmes. Puis un autre désignant un chef à la tête du dit village, Sieur Ebolo Ngosame, qui réclame la paternité du village Ebesquet, pourtant boudé par une bonne frange de la population, qui ont organisé une cérémonie pour désigner un chef. Le premier défi, dans un premier sens, c'est de pouvoir être accepté par son peuple. Déjà, faire plaisir au peuple, leur donner ce qu'ils ont toujours demandé. C'est-à-dire un chef de village qui vient d'une succession, qui les aime, comme eux aussi, ils aiment le chef de village. Ça, c'est le premier principe de base. Après, il se pose la question du développement, qu'on travaille ensemble avec le village. Et puis surtout, l'harmonie. L'harmonie. Quand il y a le désordre dans un village, c'est pas seulement nous qui souffrons. C'est tout le monde. Vous pouvez le constater
dans le village dans tout sans eau. Tout sans eau et dans un contexte très difficile parce qu'un seul village perturbé, une personne qui vient perturber la tranquillité du village, perturbe tout sans eau. Des querelles qui amèneront les autorités administratives de la Minois à se raviser sur les décisions antérieures, chose qui aboutit au 30 octobre dernier à la destitution du chef désigné Sieur Ebolo Ngosame par absence de consultation d'usage comme c'est souvent le cas. Depuis lors, ces néo-villages de l'arrondissement de Saint-Chou est dans la tourmente. Ça sent la frustration de part et d'autre. Ni les chefs destitués, ni les populations et même les prétendants au poste ne sont prêts à jeter l'éponge. Affaire à suivre. En bref, à présent, les images de ce grave incendie survenu dans un important marché à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Les commerçants qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer face aux ravages causés par les flammes. Selon le maire de la ville et les autorités administratives, c'est plus de 70 boutiques qui sont ainsi partie en fumée dans la nuit de lundi à ce mardi et l'on pointe du doigt une manipulation du carburant frelaté comme origine de cet incendie, mais des enquêtes approfondies permettront d'en savoir davantage sur ce grave incendie survenu à Bamenda dans un important marché où plus de 70 boutiques ont été complètement ravagées par les flammes, comme vous le voyez en image. Alors que plusieurs pays occidentaux et africains ont même déjà débuté des campagnes de vaccination, le président rwandais Paul Kagame fustige le nationalisme vaccinal. Il s'insurge contre ces pays qui s'accaparent de toutes les doses de vaccins et met en garde contre les conséquences économiques d'un retard de vaccination en Afrique noire. Des pays du Maghreb, l'Égypte et le Maroc également vaccinent déjà leur population. On fait le point sur les campagnes de vaccination contre la pandémie de coronavirus avec Nadine Yambou. Après la sortie du président sud-africain, critiquant les pays riches de s'accaparer les vaccins contre le coronavirus, son homologue rwandais Paul Kagame monte au créneau pour dénoncer le nationalisme vaccinal appliqué par les pays occidentaux. S'exprimant sur le débat autour du vaccin, le président rwandais met en garde contre les graves conséquences économiques mondiales d'un retard de vaccination sur le continent africain. Paul Kagame appelle à une distribution transparente et équitable du vaccin, non sans souligner que l'Afrique n'a pas besoin de charité, mais d'un appui conséquent pour un meilleur accès au vaccin et à moins de coûts. Plus d'1,5 million de doses de vaccins devraient être acheminées d'ici la fin du mois de février 2021. Cet appel du président rwandais rejoint celui de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé s'était fermement opposée dès le départ à un nationalisme vaccinal. L'Union africaine, pour sa part, s'est engagée à fournir plus de 270 millions de doses de vaccins aux pays africains. Au Maroc, ce sont plus de 162 000 personnes déjà vaccinées contre le coronavirus. Le royaume chérifien figure ainsi parmi les premiers pays sur le continent à avoir débuté sa campagne de vaccination. Elle concerne prioritairement les professionnels de santé de plus de 40 ans, autorités militaires, fonctionnaires et enseignants de plus de 45 ans, en plus des personnes du troisième âge. Après les premières doses administrées, toutes les personnes vaccinées devront revenir dans les 28 jours pour recevoir une deuxième injection. Les vaccins britanniques et chinois sont les seuls utilisés au Maroc. Le pays ambitionne d'immuniser au moins 25 millions d'adultes, soit 80% de sa population. La campagne de vaccination s'étend également en Égypte où plus de 1315 soignants impliqués dans la prise en charge des malades atteints de coronavirus ont reçu leur dose de vaccin. La campagne cible également les personnes âgées et celles atteintes des maladies chroniques. Durement frappées par la maladie,
Près de 423 000 personnes en Tunisie se sont enregistrées sur la plateforme numérique mise en place par le gouvernement pour permettre aux populations de bénéficier du vaccin contre le coronavirus. La campagne vaccinale débute dans les prochains jours. Il est question pour les dirigeants tunisiens de vacciner au moins 20% de la population d'ici juillet 2021. Les premières doses de vaccins sont attendues d'ici la mi-février 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Quelques jours après sa sortie de prison, Mamadou Yakubu Mota fait ses premières révélations. Notamment des révélations qui portent sur son rôle de médiateur dans la grogne des détenus anglophones. Vous vous en souvenez, en juillet 2019, alors que ces détenus réclamaient de meilleures conditions carcérales, il était venu pour calmer les esprits et interpeller le gouvernement sur les risques de débordement de cette grogne. À sa grande surprise, il a été arrêté et accusé d'être l'instigateur de cette mutinerie et condamné à plusieurs mois de peine de privation de liberté. Sorti, cela n'a pas pour autant entamé sa détermination à poursuivre son combat politique. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h.